Le soleil matinal baignait la petite ville d'Annecy, dorant les façades anciennes et se reflétant sur les eaux paisibles du lac. En ce jour de mariage de Camille Duret et d'Étienne Morvan, la ville semblait s'être éveillée d'une lueur particulière, comme si la nature reconnaissait l'importance de cet instant. Amis et famille arpentaient les rues pavées en direction de l'église Saint-Maurice, portant des fleurs, des boîtes de souvenirs et des sourires mêlant anxiété et enthousiasme. Camille, pourtant, parvenait à peine à apprécier la sérénité du paysage, dans le salon où elle se préparait, tandis que la maquilleuse achevait les détails de son maquillage des yeux, la mariée fixait son téléphone portable, posé sur la table. Aucun message d'Étienne, aucun appel manqué, juste le silence. Un silence qui, à ses yeux, lui paraissait étrange. Étienne avait toujours été ponctuel, organisé et méticuleux dans ses engagements importants, et aucun n'était plus important que celui-ci. 2 heures avant la cérémonie, il était censé être à l'hôtel près de l'église, en train de se préparer avec son témoin. Mais personne n'avait réussi à le joindre depuis le matin. Et à mesure que les heures passaient, une inquiétude grandissante s'installait dans le cœur de tous ceux qui le connaissaient. De l'autre côté de la ville, Laurent Girard, le photographe engagé pour immortaliser la cérémonie, rangeait son matériel à l'arrière de la camionnette. Il adorait photographier les mariages. Il trouvait une beauté particulière dans le chaos émotionnel de ce genre d'événement, dans les larmes précipitées, les étreintes trop serrées, les sourires spontanés. Mais ce matin-là, quelque chose le tracassait. Ce n'était ni la météo ni le travail, c'était le sentiment que quelque chose clochait depuis ce bref coup de fil de la mère de Camille qui lui avait demandé d'arriver à l'hôtel en premier. Juste pour être sûre de tout capturer, dit-elle, avec un léger tremblement dans la voix que Laurent, habitué à observer les détails, remarqua immédiatement. Sur le parking de l'hôtel, le parrain d'Étienne faisait les 100 pas, visiblement nerveux et en sueur. Le jeune homme, prénommé Adrien, était au téléphone avec un membre de la famille Morvan, s'efforçant de garder son calme. Apercevant Laurent s'approcher, il interrompit la conversation. « Tu ne l'as pas vu ?» demanda-t-il sans préambule. « Qui ?» répondit Laurent, même s'il se doutait déjà de la réponse. « Le marié. Il a disparu. » La phrase tomba comme une pierre jetée dans un lac, provoquant des ondulations qui se propagèrent dans toutes les directions. Laurent fronça les sourcils, cherchant à comprendre. Étienne avait-il disparu? Ce n'était pas le genre d'homme à s'évaporer ainsi. Ingénieur, méthodique, il était d'une ponctualité exemplaire. Même ses loisirs, la course à pied et la photographie ornithologique, obéissaient à une routine rigoureuse. Rien chez lui ne laissait présager une quelconque impulsivité. L'hôtel avait été fouillé. Sa voiture était garée sur le parking. Son costume, soigneusement rangé sur son cintre, était intact. Son téléphone portable était éteint. Aucun mot, aucune explication, aucun réseau. Pendant ce temps, dans la salle de bal, Camille commençait à ressentir une angoisse qui se manifestait physiquement. Ses mains tremblaient. Son souffle se faisait court. Sa robe lui paraissait plus lourde qu'elle ne l'aurait été. Ce n'était pas seulement de l'inquiétude, mais une pointe de peur qu'elle tentait en vain de réprimer. Camille et Étienne se connaissaient depuis 15 ans. Ils avaient traversé des universités différentes, des carrières éprouvantes et des déménagements dans des villes différentes. Leur relation avait connu des crises, mais aucune ne pouvait expliquer une disparition à la veille de leur mariage. Surtout pas de cette façon. À mesure que les invités arrivaient à l'hôtel, l'atmosphère se chargea de murmures et de spéculations. « Tu as renoncé. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu un accident. » Le père de la mariée s'efforçait de détourner l'attention des plus sombres spéculations, mais même lui, les bras croisés et le regard fixé sur la porte, semblait au bord de l'effondrement. Laurent observait tout de loin, prenant discrètement des photos par instinct professionnel, mais aussi parce qu'il se rendait compte qu'il était en train d'enregistrer quelque chose d'étrange, une histoire qui défiait tout scénario de mariage classique. Il ignorait encore pourquoi, mais il avait le sentiment que cette disparition n'était ni un coup de tête, ni un accident.
Il y avait quelque chose de caché, quelque chose qu'il n'avait pas encore réussi à identifier. La police fut appelée discrètement. La décision ne fit pas l'unanimité. Certains membres de la famille insistaient sur le fait qu'il ne s'agissait que d'un délai. D'autres craignaient un scandale. Pour Camille, la présence policière fut comme un coup de feu tiré trop tôt, comme si, soudain, quelqu'un avait décrété que tout était perdu. Il était 11h15 lorsqu'une pensée froide, presque impersonnelle, lui traversa l'esprit. Et s'il s'était vraiment enfui? La mariée porta la main à sa poitrine et prit une profonde inspiration. Elle refusait d'y croire. Étienne n'était pas ce genre d'homme. Il ne l'avait jamais été, mais à ce moment-là, personne ne savait qui il était vraiment. Et cette incertitude silencieuse et grandissante allait marquer les années qui suivirent. Ce jour-là, devant des dizaines d'invités, la cérémonie a été officiellement annulée et Étienne Morvan a disparu de la circulation pendant 15 ans, jusqu'à ce qu'un photographe, le même photographe, tombe par hasard sur l'image qui révélerait où il s'était trouvé tout ce temps. Les années qui suivirent la disparition d'Étienne restèrent une plaie ouverte dans la vie de tous ceux qui étaient présents ce matin-là à Annecy. La ville, réputée pour sa beauté paisible et son atmosphère accueillante, devint pour beaucoup un lieu empli de souvenirs douloureux. L'histoire du marié disparu 2 heures avant son mariage se répandit comme une traînée de poudre, alimentant les gros titres des journaux locaux, les forums internet et les conversations dans toute la région. Cependant, aussi vite qu'elle avait pris de l'ampleur, elle s'estompa, supplantée par d'autres scandales, disparitions et tragédies qui accaparèrent l'attention du public. Pour Camille, en revanche, l'oubli était impossible. Pendant des mois, elle a revécu chaque instant de leurs 15 années de relation. Voyages, disputes, réconciliations, promesses. Elle tentait de reconstituer un puzzle invisible, persuadée qu'un geste, un mot du passé, pouvait expliquer ce qui s'était passé ce jour-là. Sa famille insistait pour qu'elle reprenne le cours de sa vie, et peu à peu, elle a repris le travail, déménagé, et instauré une routine qui l'empêchait de fréquenter les rues, les cafés et les magasins susceptibles de raviver ses souvenirs. Elle s'installa à Lyon, où elle commença à travailler comme coordinatrice d'événements culturels. Malgré cela, toutes les relations qu'elle tentait de nouer s'effondrèrent pour des raisons que peu de gens comprenaient. Le sentiment d'un abandon soudain la hantait comme une ombre silencieuse. La disparition d'Étienne avait laissé en elle des cicatrices que le temps ne semblait pouvoir effacer. Entre-temps, Laurent Girard, le photographe, avait bâti une carrière solide. Il était devenu un professionnel respecté des événements mondains, notamment des mariages, paradoxalement attiré par les histoires d'amour qu'il pouvait immortaliser à travers son objectif. Mais cet événement à Annecy était resté gravé dans sa mémoire. Il y avait quelque chose dans le comportement du témoin, dans le regard paniqué de Camille, dans le costume intact accroché dans la chambre d'hôtel, quelque chose qu'il n'avait pu oublier pendant des années. Et bien que l'enquête ne fût pas de son ressort, il conservait le sentiment que cette histoire cachait bien plus qu'une simple fugue amoureuse. La France, durant cette quinzaine d'années, avait connu de profondes transformations. Les petites villes de l'intérieur étaient devenues plus reliées entre elles et attiraient davantage de touristes en quête d'authenticité. Annecy, avec son magnifique lac et ses marchés artisanaux, était devenue une destination de choix pour les mariages, les séances photos et les campagnes publicitaires. Les paysages naturels et le patrimoine historique de la région alimentaient un marché florissant pour l'événementiel et le tourisme. Laurent, profitant de cet engouement, développa son activité et commença à voyager fréquemment entre les villes, photographiant aussi bien des célébrations intimes que des mariages fastueux dans les châteaux historiques de la campagne française. C'est lors d'un de ces voyages, 15 ans après la disparition d'Étienne, que Laurent se retrouva une fois de plus confronté à une situation qui allait raviver des souvenirs qu'il croyait estompés avec le temps. J'organisais une séance photo pour un couple étranger près d'Annecy, sur un sentier peu fréquenté menant à une vieille cabane en bois. Construite à la fin du XIXe siècle, elle était restée, d'une certaine manière, intacte,
autrefois utilisée par des pêcheurs et occasionnellement par des habitants du coin en quête de tranquillité, elle servait aujourd'hui de décor ponctuel pour des séances photo champêtres. Tout en ajustant le trépied et en discutant avec le couple des poses et de la lumière naturelle, son regard fut attiré par un objet curieux dans un coin de la cabane, une boîte en bois usée et poussiéreuse. Elle ne semblait pas faire partie du décor d'origine, ni être un objet utilisé par les touristes. Des marques récentes étaient visibles sur le sol, comme si quelqu'un l'avait déplacée peu de temps auparavant. La répétition terminée, la curiosité l'emporta. Laurent s'approcha de la boîte et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il découvrit une collection d'albums photos. Non pas des photos de mariage ou de paysage, mais des portraits, de nombreux portraits. Certains représentaient des inconnus, pris de loin ou sous des angles insolites. D'autres montraient la Haute-Savoie, des sentiers, des lacs, de petits villages. Mais ce qui a fait battre le cœur de Laurent à tout rompre, c'est une photo en particulier. Image, imprimée sur papier mat, datée manuellement au verso, 2011. Elle représentait un homme à la barbe courte et aux yeux fatigués, assis devant sa hutte. Son visage était reconnaissable entre tous. Era Étienne Morvan, Vivo, à Annecy. Photographie prise 4 ans après la disparition. À ce moment-là, Laurent sut que l'histoire, que tout le monde croyait enterrée et oubliée, allait être rouverte, et que peut-être il était le seul capable de comprendre ce qui s'était réellement passé. Laurent resta immobile devant la photographie pendant de longues secondes, sentant le monde autour de lui se flouter. Le vent bruissait dans le feuillage des arbres voisins, mais le son semblait lointain, étouffé. Cette image, simple et sans composition technique, avait le pouvoir de réveiller une histoire tue depuis 15 ans. Étienne était vivant. Il était là. Et, plus troublant encore, il semblait avoir choisi de rester caché. Il conserva précieusement la photo, laissant les albums tels qu'il les avait trouvés. Le couple étranger s'éloignait déjà sur le sentier lorsque Laurent referma la porte de la cabane à clé, s'efforçant de dissimuler le tremblement de ses mains. Le retour en ville lui parut irréel. Le poids de cette révélation était presque palpable. Ce même soir, dans le petit appartement qu'il partageait à Annecy, Laurent étala ses appareils photos, ses cartes mémoire et ses documents sur la table. Mais son attention demeurait fixée sur la photo d'Étienne. La ressemblance était frappante. La barbe et les cheveux plus longs, les cernes profonds sous les yeux et la maigreur extrême ne faisaient que renforcer l'impression qu'il vivait caché, peut-être dans des conditions précaires. Mais c'était bien lui, sans aucun doute. Le premier réflexe de Laurent fut d'appeler Camille, mais l'idée de s'immiscer brutalement dans sa vie lui parut trop radicale. 15 ans avaient passé. Il ignorait même si elle souhaiterait rouvrir cette blessure. Il opta donc pour une autre solution. Il retourna au chalet le lendemain matin. Le chemin était silencieux, enveloppé d'une fraîcheur automnale. Lorsqu'elle poussa la porte, elle fut certaine que quelqu'un était passé depuis sa dernière visite. La boîte en bois n'était plus à sa place. La poussière sur le sol portait les traces de pas récents. Et, à côté de la table rustique, se trouvait une tasse d'eau encore humide. Le cœur de Laurent s'emballa. Il n'était pas seul. Il eut un réflexe de recul, mais s'efforça de garder son calme. Il examina méticuleusement chaque recoin de la cabane, réalisant que nombre d'objets à l'intérieur étaient trop utiles pour n'être que de simples babioles oubliées, des draps pliés, des outils propres, une lampe de poche avec des piles neuves, une corde soigneusement enroulée. C'était comme si la cabane était une sorte de refuge et que quelqu'un y revenait souvent. Au mur, un clou retenait une petite feuille de papier à lettres, fraîchement collée. Le message était court. « S'il vous plaît, ne me cherchez pas. Je ne veux pas être retrouvé. » L'écriture était ferme, mais penchée. Laurent la compara mentalement à de vieilles invitations de mariage, conservées dans des fichiers numériques. L'écriture correspondait. C'était Étienne. À partir de ce moment, le conflit central a cessé d'être simplement où était Étienne et s'est transformé en quelque chose de plus grand. Pourquoi était-il vivant, caché,
et demandait-il à ne pas être retrouvé. Avec la photo dans sa poche, Laurent était de plus en plus tiraillé. S'il respectait la demande, il serait complice des 15 années de silence et des souffrances de Camille. S'il l'ignorait, il risquait de rouvrir une histoire peut-être plus sombre qu'il ne l'avait imaginée. Il décida d'enquêter sans impliquer directement qui que ce soit. Il commença par interroger les habitants de longue date de la région. Beaucoup connaissaient des sentiers et des cabanes isolées, mais personne n'avait signalé avoir vu un homme y vivre. Il se renseigna sur les ermites, les réfugiés, les personnes vivant en marge de la société. Rien. Personne ne semblait rien savoir, ou faisait semblant de ne rien savoir. Quelques jours plus tard, alors qu'il explorait les environs avec son appareil photo pour se fondre parmi les photographes en quête de beaux paysages, il découvrit des empreintes récentes au bord d'un sentier parallèle. Il s'agissait de grosses bottes, probablement celles d'un homme, suivant un virage menant au sommet d'une colline dominant la ville. Une fois arrivé en haut, il trouva les restes d'un feu de camp récent et une bouteille d'eau vide. Et quelque chose de plus. Une photographie épinglée sous une pierre pour éviter qu'elle ne s'envole, probablement laissée là intentionnellement. Elle montrait Camille, des années auparavant, lors de sa séance photo de mariage. Une photo prise par lui, Laurent. Au dos, un autre court message. « Elle va bien ». Laurent sentit un frisson lui parcourir l'échine. Étienne l'observait. Il savait qui il était. Il savait qu'il avait fouillé la cabane. Il savait que Laurent avait découvert quelque chose que personne ne devait découvrir. Mais au-delà de cela, Étienne manifestait une étrange vigilance silencieuse envers Camille, comme quelqu'un qui observe de loin sans jamais s'approcher. Le conflit s'intensifia. Étienne n'avait pas simplement disparu. Il s'était caché, tout en maintenant secrètement une certaine attention portée à son ex-fiancée. C'était comme s'il vivait sur une frontière entre présence et absence, entre fuite et vigilance. Laurent ne pouvait pas porter ce fardeau seul. Ce soir-là, après avoir passé des heures à fixer son téléphone, il prit la décision qu'il avait toujours cherché à éviter. Il composa le numéro de Camille à Lyon. Elle répondit à la 3e sonnerie d'une voix mûre, plus assurée qu'auparavant, mais teintée d'une certaine prudence. En entendant son nom, un bref silence s'installa. Un silence qui en dit plus que tout. « Laurent, tout va bien ?» Il prit une profonde inspiration. Il savait qu'en ouvrant la bouche, il modifierait à jamais le cours d'une histoire figée dans le temps. « Camille, je crois avoir trouvé quelque chose à propos d'Étienne. » Le silence à l'autre bout du fil n'était pas seulement long, il était profond, comme si Camille avait besoin de reprendre son souffle avant de réagir. Lorsqu'elle prit enfin la parole, sa voix était plus basse, presque tendue. « Que voulez-vous dire par « j'ai trouvé quelque chose » Laurent comprit qu'un mot mal choisi pouvait ruiner le pont qu'il tentait de construire. Alors, il expliqua avec précaution, il avait trouvé une vieille photo dans une cabane isolée. Il avait découvert des objets récents. Il avait trouvé des notes laissées par quelqu'un qui semblait le suivre. Il ne mentionna pas encore la photo de Camille, laissée sur la colline. Il ne voulait pas la traumatiser inutilement. Camille garda le silence jusqu'au bout. Lorsqu'elle reprit la parole, elle fit preuve d'une détermination que Laurent n'avait pas anticipée. « Je vais à Annecy », il préférait ne pas discuter. Il savait qu'il était impossible de l'arrêter. La disparition d'Étienne avait marqué sa vie pendant 15 longues années. Toute possibilité de vérité était une fatalité. 2 jours plus tard, Camille arriva en ville. Elle n'était plus la jeune femme en robe blanche au regard anxieux. C'était une femme mûre et sûre d'elle, avec une présence plus forte que Laurent ne l'avait imaginé. Mais lorsqu'il lui montra la photographie trouvée dans la boîte, ses mains tremblèrent légèrement, un réflexe involontaire venu du passé. « C'est lui », murmura-t-elle. La phrase n'exprimait pas de surprise. Elle exprimait une confirmation, une acceptation, comme si, au fond d'elle, une partie d'elle avait toujours cru qu'Étienne était vivant. Laurent raconta tout ce qu'il avait vu dans la cabine. Camille écouta attentivement, sans l'interrompre, sans dramatiser. Lorsqu'il eut terminé, elle prit une profonde inspiration et une décision claire. « Je veux y aller. » La cabane n'était cependant pas seulement au centre de l'intrigue principale. Elle devint aussi le point de convergence d'intrigues secondaires qui, jusque-là,
étaient restés dispersés. La présence silencieuse d'Étienne engendra des répercussions qui affectèrent d'autres habitants de la ville. Laurent en avait discrètement parlé à une connaissance d'un ancien cercle d'amis d'Étienne, cherchant à en savoir plus sur sa vie avant le mariage. Cette connaissance, Benoît, révéla une information inattendue. Étienne subissait des pressions concernant un projet de génie civil peu avant la cérémonie. Des rumeurs circulaient quant à d'éventuelles irrégularités dans les marchés publics. Rien de prouvé, aucune enquête officielle, mais suffisamment de murmures pour laisser entendre qu'Étienne était confronté à quelque chose de bien plus grave qu'il n'y paraissait. Cette intrigue secondaire s'entremêlait avec le récit principal sans pour autant lui voler la vedette. Il s'agissait d'un contexte silencieux, que Laurent ne comprenait pas encore pleinement, mais qui avait certainement du poids. Pendant ce temps, Camille, sur le point de retourner au chalet des années après le traumatisme, sentit un conflit intérieur ressurgir. Ce n'était ni de la peur, ni de l'espoir. C'était un étrange mélange de colère refoulée et d'un besoin de réponse. La disparition d'Étienne avait non seulement détruit son mariage, mais aussi anéanti sa capacité à faire confiance. Avec le temps, elle avait appris à reconstruire sa vie, mais toujours avec le sentiment qu'on lui avait arraché quelque chose sans explication. Les deux décidèrent de se rendre ensemble au chalet à l'aube, un moment qui leur semblait sûr et discret. Les sentiers étaient enveloppés d'une fine brume, et l'odeur de la forêt humide conférait une gravité particulière à la marche. Camille marchait devant, comme guidée par une force qui la propulsait. À leur arrivée, la porte était entr'ouverte. Laurent sentit son estomac se nouer. Il l'avait pourtant refermé soigneusement la dernière fois. Camille n'hésita pas. Elle poussa la porte avec une détermination surprenante. La cabine était rangée avec une méticulosité presque obsessionnelle. Les draps étaient pliés, la table propre, les ustensiles soigneusement alignés. Il était évident que quelqu'un y était passé récemment. Mais l'élément le plus frappant se trouvait sur la table, une photographie. Une photographie imprimée, placée presque cérémonieusement, parfaitement alignée au centre du plateau en bois. La photo montrait Camille et Laurent, prises la veille à son arrivée à Annecy. L'image était trop nette pour avoir été prise de loin. Ils étaient devant la gare, en pleine conversation, et n'ont pas remarqué que quelqu'un les photographiait. Camille sentit un frisson la parcourir. Laurent déglutit difficilement. Au verso, un autre court message, écrit de la même main. « J'avais besoin de vous voir avant de prendre ma décision. » Le poids de cette phrase fit naître une nouvelle tension. Étienne n'était pas qu'un fugitif. Il observait, évaluait, décidait. Il avait bâti son propre univers silencieux, parallèle au monde réel. Et maintenant, avec la présence de Camille, cet univers semblait sur le point d'entrer en collision avec le sien. Dans le silence pesant de la cabine, Camille prononça la phrase que Laurent redoutait et espérait à la fois « Il est là, il nous suit, et il attend quelque chose de moi ». Laurent prit une profonde inspiration. Quelque chose allait se produire, quelque chose qui allait tout changer une fois de plus. Le silence qui régnait dans la pièce était si dense qu'il semblait absorber l'air. Aline resta immobile, assise devant le photographe, comme si son corps avait déjà saisi la vérité avant même que son esprit ne l'ait acceptée. Lucas prit une profonde inspiration. Le jour du mariage, Thomas ne s'est pas enfui, dit-il d'une voix basse et grave. Il a été emmené. Aline cligna lentement des yeux, comme si elle essayait de comprendre une langue étrangère. « Quoi? Emmené par qui ?» Lucas ouvrit la mallette en cuir et en sortit une feuille de papier jaunie, un rapport de police qui n'avait jamais été remis à la famille. En haut, on pouvait lire « Direction centrale de la police judiciaire, opération silencieuse 1407 ». Aline pâlit. « Je n'ai jamais rien vu de pareil, je sais », répondit-il tristement, « parce que ce document n'aurait jamais dû exister. » Elle se pencha en avant. « Expliquez-moi, Lucas, je vous en supplie. » Le photographe resta silencieux pendant quelques secondes, comme quelqu'un sur le point d'avouer un péché irréparable. Thomas n'a pas mené une vie simple, Aline. Il travaillait comme ingénieur système dans une entreprise de télécommunications, n'est-ce pas? Oui, mais quel rapport avec...
Il a mis au jour une fraude interne, très grosse fraude, détournement de fonds provenant de marchés publics, impliquant des personnes influentes, très puissants. Aline sentit un frisson lui parcourir l'échine. Et en a-t-il parlé à quelqu'un? À moi. Ses yeux s'écarquillèrent. À vous? Pourquoi? Parce que 2 jours avant le mariage, il m'a engagé pour faire un travail qui n'avait rien à voir avec la photographie, pour stocker une copie des preuves sur un disque dur. Aline porta sa main à sa bouche. Thomas vous faisait confiance? Oui, mais il m'a aussi dit qu'il était suivi, et que si quelque chose arrivait, je devais... Lucas hésita, prenant une profonde inspiration. Je te chercherai. Plus tard, Aline se mit à pleurer en silence. Qu'est-ce que vous essayez de me dire, Lucas? Que Thomas a été tué? Lucas secoua la tête. Non, il n'a pas été tué. Aline releva brusquement le visage. L'espoir et la terreur se mêlaient dans ses yeux. Alors où est-il? Lucas ouvrit une autre photographie. Une prise, mois après le mariage, à Marseille. Un homme à la barbe courte, portant des lunettes de soleil, mais reconnaissable entre mille. C'était Thomas. Aline s'est figée. C'est impossible. Il est entré dans le programme de protection des témoins, a révélé Lucas. Il a été emmené quelques heures avant le mariage. Il ne pouvait prévenir personne. Il ne pouvait pas prendre le risque, pas même pour toi. Des larmes coulaient sur son visage, mais quelque chose brillait dans ses yeux, une étincelle qui s'était éteinte depuis 15 ans. « Il est vivant », murmura-t-elle. Lucas acquiesça. « Oui. Mais il y a une chose que vous devez savoir avant de poursuivre vos recherches. » Aline le fixait du regard, le cœur battant la chamade. Quoi? Lucas rangea lentement les photos et en prit une dernière, le plus récent de tous, prise il y a 3 semaines. Aline reconnut le paysage en arrière-plan. Il a reconnu le bâtiment. Il a reconnu la ville. Et lorsque son regard se posa sur le visage de l'homme sur la photo, elle sentit ses jambes flancher. « Thomas, à Paris ?» murmura-t-elle. « Mais pourquoi maintenant? Pourquoi sortir de sa cachette ?» Lucas répondit d'une voix grave, chargée d'une vérité encore plus lourde. « Parce que quelqu'un a découvert où il se cachait. Et il croit qu'une seule personne peut désormais le sauver. » Aline sentit son sang se glacer. « Lucas secoua la tête. « Non. Il pense que je peux le sauver. » Les yeux d'Aline s'écarquillèrent. Un sentiment de confusion l'envahit. « Vous? Mais pourquoi vous ?» Lucas la regarda droit dans les yeux, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il parut vulnérable. « Parce que je n'étais pas seulement le photographe à votre mariage. Ce n'est pas seulement son ami qui a aidé Thomas. » Aline fronça les sourcils. « Alors, qui êtes-vous vraiment ?» Lucas sortit lentement un portefeuille noir de sa veste et l'ouvrit sur la table. Et la réalité frappa Aline comme un éclair. Le document portait un sceau officiel en or. Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, agent Lucas Bernard. Unité, protection des témoins, opération sensible. Aline porta la main à sa poitrine. « Vous travaillez pour le gouvernement ?» Lucas passa la main dans ses cheveux, épuisé. « J'étais infiltré dans l'entreprise où travaillait Thomas. Il a découvert ma couverture. Dès lors, ma mission est devenue de le protéger. Mais j'ai échoué il y a 15 ans. » Aline le fixa, le souffle coupé. Et maintenant, Lucas a placé la dernière photographie devant elle. Maintenant, nous devons trouver Thomas avant qu'il ne le trouve. Aline sentit son cœur s'arrêter un instant. Qui sont ils? Lucas prit une profonde inspiration. Les mêmes personnes qui ont tenté de le faire taire le jour de son mariage. Ceux-là même qui n'ont jamais cessé de chercher. Il leva les yeux, d'un air déterminé. Ils sont de retour. Dehors, Paris poursuivait son rythme habituel. Touristes photographiant le pont Neuf, taxis klaxonnant, serveurs pressés portant leur plateau. Mais à l'intérieur de cette petite salle de réunion, la réalité semblait sur le point de s'effondrer. Aline fixa la photo récente de Thomas. Le temps l'avait changé, son regard était plus dur, sa posture tendue, son corps un peu plus maigre. Mais c'était bien lui. Sans aucun doute, c'était lui. « Où est-ce qu'il se cache maintenant ?» demanda-t-elle, la voix encore fragile. Lucas passa une main sur son visage, fatigué.
Il ne se cache plus. Il est en mouvement. Et c'est ce qui le rend le plus dangereux. Comme ça, il ne bouge que lorsqu'il essaie de brouiller les pistes. Cela signifie que sa cachette a été découverte. Et... Il regarda par la fenêtre. Ceux qui ont tenté de le faire taire sont peut-être bien plus proches qu'on ne le pense. Aline sentit un frisson lui parcourir l'échine. Que devons-nous faire? Lucas prit une profonde inspiration. Trouvez-le avant eux, et cela signifie suivre les indices qu'il a laissés. Il tapota la table du bout des doigts. Y compris celui qu'il a laissé pour toi. Aline fronça les sourcils. Pour moi, mais je n'ai rien reçu. Lucas la fixa un instant, puis il fit glisser une petite boîte métallique sur la table. Oui, il l'a reçue. Il l'ignorait simplement. Aline ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une clé USB argentée. Je n'ai jamais rien vu de pareil, parce que Thomas t'a accompagné jusqu'à l'hôtel le jour de ton mariage. En fait, Lucas se pencha en avant. C'était la dernière chose qu'il t'a donnée avant de disparaître. Aline pâlit. Le pendentif, celui que je croyais être un simple cadeau. Ce n'était pas un pendentif. Il s'agissait d'un souvenir crypté. Son cœur s'emballait. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Lucas a répondu, la raison de sa disparition. Et c'est aussi la raison pour laquelle il est revenu maintenant. Les recherches commencent. Aline et Lucas quittèrent discrètement l'immeuble. Il traversa rapidement les rues étroites du Marais, jetant un coup d'œil dans son rétroviseur toutes les quelques secondes. Sa tension était palpable. « Vous pensez qu'on est suivi ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas trop. Mais dans ce genre d'affaires, je ne suis jamais tranquille. » Arrivé dans son petit appartement de Belleville, Lucas a connecté la clé USB à un ordinateur portable blindé. Le contenu est crypté, avec la même signature qu'il utilisait il y a 15 ans. Il avait prédit qu'un jour, vous ouvririez ceci. Un seul fichier est apparu à l'écran. Pour A. Aline ressentit une oppression à la poitrine. L'ouvrir. Lucas a cliqué. La vidéo s'est chargée. L'image était granuleuse, filmée dans une faible luminosité. Mais le visage de Thomas était sans équivoque. Il paraissait tendu, sa respiration rapide. « Aline !» dit-il en regardant droit dans la caméra. « Si tu vois ça, ça veut dire que je n'ai pas pu revenir vers toi comme je l'espérais. » Aline porta sa main à sa bouche. « Je suis désolé. » Thomas poursuivit. « Je n'ai jamais voulu te laisser au milieu de tout ça. Tu méritais une vie que je n'ai pas pu te donner. » Il déglutit difficilement. « Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose que je n'ai jamais pu te dire. » Lucas fit une pause. « Voulez-vous continuer ?» Aline essuya ses larmes. « Oui. » Lucas appuya sur lecture. Thomas prit une profonde inspiration. « Le jour du mariage, je n'ai pas disparu pour me protéger. J'ai disparu pour te protéger, toi. » Aline s'est figée. Thomas a poursuivi. « Ils avaient compris que tu savais que j'avais trouvé quelque chose. Ils pensaient que tu avais les mêmes preuves que moi. C'est toi qu'ils allaient prendre, Aline. » Son cœur s'est arrêté un instant. « J'ai dû choisir. Et j'ai choisi de disparaître, pour te sauver. » Elle se mit à pleurer en silence. « Aujourd'hui, 15 ans plus tard, je sors de ma cachette parce que ils ont retrouvé ta trace. Et je ne laisserai jamais personne te faire du mal. » Aline sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Si Lucas t'a montré ça, c'est qu'il est encore avec toi. Fais-lui confiance. Il est peut-être la seule personne capable de me ramener près de toi en vie. » La vidéo s'est terminée brusquement. Silence. Aline resta immobile, les larmes ruisselant sur son visage de façon incontrôlable. « Alors, il a disparu pour me sauver, » murmura-t-elle sous le choc. Lucas resta silencieux pendant quelques secondes. « Oui. Et maintenant, il est de retour pour recommencer la même chose. » Aline prit une profonde inspiration en s'essuyant le visage avec sa manche. « Que faisons-nous maintenant ?» Lucas ferma lentement l'ordinateur portable. « Maintenant, nous courons. » Il lui tendit un petit téléphone jetable. Thomas a organisé une réunion, avec moi, lieu public, lieu neutre. Aline sentit son estomac se nouer. « Où ?» Lucas la fixa avec un sérieux absolu. « Gare de Lyon, mezzanine. Aujourd'hui, à 19h. » Aline s'est figée. « Ça se passera dans 2 heures. » Lucas acquiesça.
Et il y a quelque chose d'encore plus important que vous devez savoir. Aline le regarda, inquiète. Quoi? Il posa la main sur l'étui sous sa veste. Nous ne serons pas les seuls à y aller. La gare de Lyon semblait encore plus grande que d'habitude ce soir-là. Aline n'avait jamais réalisé la hauteur du plafond, l'écho des rails, ni à quel point la foule pouvait être menaçante. Lucas s'avança légèrement, attentif, examinant chaque visage, chaque ombre. Aline essayait de suivre son rythme, mais son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait lui sortir de la poitrine. « Reste près de moi », dit Lucas sans tourner la tête. « Ils peuvent être déjà ici. » Aline déglutit difficilement. Ils montèrent l'escalator jusqu'à la mezzanine. Il était 18h56, 4 minutes. « Viendra-t-il vraiment » murmura Aline. « Il viendra. Thomas n'a jamais manqué à sa promesse, » répondit Lucas. Aline ouvrit la bouche pour répondre lorsqu'elle vit quelque chose. Une réflexion, une figure, un visage qu'elle reconnaîtrait n'importe où dans le monde. Thomas. Il se trouvait de l'autre côté de la mezzanine, debout à côté d'une des colonnes, portant le même manteau sombre que sur la photo la plus récente. Mais maintenant, il n'avait plus de barbe, ni de lunettes de soleil. C'était le visage dont elle se souvenait. Plus mûr, plus fatigué, mais indéniablement le sien. Aline porta sa main à sa bouche, étouffant un sanglot. Thomas. Il l'a vu, et elle sourit. Un petit sourire, brisé, mais authentique. Aline fit un pas en avant, mais Lucas lui attrapa le bras. « Présent !» C'est à ce moment-là que tout a commencé à aller trop vite. 3 hommes émergèrent de la foule et s'avancèrent envers Thomas. Il s'en rendit compte. Ses yeux s'écarquillèrent. « Aline, recule !» cria Lucas. Mais elle ne pouvait pas. Je ne voulais pas. Après 15 ans, elle n'allait plus rester les bras croisés. Aline a couru. Lucas a couru après elle. Les hommes ont couru, eux aussi. Thomas surgit de derrière la colonne, tentant de s'échapper de l'autre côté, mais un des hommes lui barra le passage. Tout a basculé dans le chaos. Cris, les passagers s'éloignent, le bruit de valises qui tombent. Lucas a sorti son arme. « DGSI ! Bougez pas !» Mais les hommes ne s'arrêtèrent pas. Le premier a attrapé Thomas. Le second s'avança pour bloquer sa voie de fuite. Le troisième a sorti quelque chose de sa poche. « Attention !» cria Lucas. Aline l'a compris avant même d'y penser. C'était une seringue contenant un liquide transparent. Il avait l'air innocent. Ce n'était pas le cas. « Non !» cria Aline en se jetant en avant. Thomas tenta de se dégager. Il repoussa l'agresseur. Mais le troisième homme s'avança rapidement et Lucas a tiré un coup de feu. Le coup de feu résonna dans la gare comme le tonnerre. L'homme tomba, la seringue glissant sur le sol. Les gens se sont mis à crier, à courir et à filmer avec leur téléphone portable. Thomas, libre un instant, se tourna vers Aline. Et puis, le deuxième homme a sorti une arme. Aline s'est figée, Thomas a vu, et il a fait quelque chose qu'Aline n'aurait jamais pu imaginer. Il l'a poussée, avec force, loin, hors de vue, à l'abri du danger. Éloignez-vous de lui, et le coup de feu a retenti. Mais Aline n'a pas deviné juste. Thomas avait raison. Son corps trembla, puis il tomba à genoux. « Thomas !» cria Aline, désespérée en courant vers lui. Lucas abattit le deuxième homme d'un autre coup. Le premier homme s'enfuit dans la foule. Mais tout cela n'avait aucune importance. Aline s'agenouilla près de Thomas, le tenant dans ses bras. « Thomas !»« Non, non, non !»« Reste avec moi, s'il te plaît. » Ils respiraient bruyamment, mais leurs regards se croisèrent. Et pour la première fois depuis qu'elle l'avait vu ce soir-là, Aline ressentit la paix. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je voulais juste te protéger. Encore une fois. » Elle pleurait, le visage enfoui dans ses mains. « Tu es revenu. Tu es revenu pour moi ?» Il esquissa un sourire. « Toujours. » Lucas arriva et s'agenouilla à leur côté. « Aline, Aline, il faut le sortir d'ici, » dit-il d'une voix tremblante. Il savait qu'il était trop tard. Thomas leva la main et toucha le bras de Lucas. « Merci pour tout. » Lucas déglutit difficilement. « Je t'ai déjà déçu une fois. Cela n'aurait pas dû se reproduire. » Thomas tenta de répondre, mais il était à bout de souffle. Il tourna une dernière fois son visage vers Aline. « Je t'ai aimé, tous les jours, même caché. » Aline sanglotait en lui serrant la main très fort. « Moi aussi.
je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Thomas esquissa un faible sourire, puis son corps se détendit. Ses paupières se fermèrent lentement, sa poitrine a cessé de bouger. Aline resta immobile, le serrant dans ses bras, le visage enfoui dans son épaule, pleurant comme si 15 années entières s'effondraient d'un coup. Lucas posa sa main sur son épaule. Pendant un long moment, aucun des deux ne dit rien, le vrai choc. Quelques heures plus tard, à bord d'un véhicule banalisé de la DGSI, Lucas remit à Aline un mince dossier. « Il ne s'arrêterait jamais, » dit-il sérieusement. « Mais maintenant, je suis certain qu'ils ne peuvent plus vous joindre. » Aline tenait le dossier sans l'ouvrir, les yeux encore rouges. « Pourquoi me donnez-vous ça ?» Lucas prit une profonde inspiration. « Parce que Thomas a laissé quelque chose pour toi, quelque chose qui n'était pas sur la clé USB, quelque chose qu'il m'a donné la veille du mariage. » Aline fronça les sourcils, perplexe. Lucas a poursuivi. « Il savait qu'il pourrait mourir, et m'a demandé de remettre ce message seulement s'il ne pouvait pas revenir. » Aline ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvait une simple feuille manuscrite, son écriture. Mais elle ne se souvenait pas de l'avoir écrit. Lucas observa sa réaction. Thomas a gardé cela pour lui toute sa vie, lionne Aline, et lorsqu'il l'a lu, il en a ressenti l'impact, parce que c'était une lettre écrite par elle-même, le jour où elle l'a rencontré, une lettre qu'elle avait perdue, une lettre qui disait « Si jamais tu pars sans explication, je viendrai te chercher. Parce que je sais que tu ne m'abandonnerais jamais sans raison. » Aline porta sa main à sa bouche, tremblante. Lucas dit doucement « Il a gardé cette lettre dans sa poche pendant 15 ans, chaque jour. » Aline se remit à pleurer, mais cette fois d'une manière différente. Non pas par désespoir, mais par profonde prise de conscience, d'amour et en deuil. Lucas ferma le dossier. Thomas a tenu sa promesse. Maintenant, c'est à vous de remplir le vôtre. Aline regarda par la fenêtre de la voiture, observant Paris s'éveiller lentement. Et pour la première fois en 15 ans, il eut le sentiment de tout comprendre enfin. Thomas n'avait pas disparu par lâcheté. Je n'avais pas fui, je n'avais pas abandonné. Il avait choisi le seul chemin qui pouvait lui sauver la vie, et à la fin, avait choisi d'économiser à nouveau. Aline prit une profonde inspiration en s'essuyant le visage. « Je lui rendrai hommage », a-t-il déclaré fermement, « comme il le mérite. » Lucas acquiesça. « Je sais que ça arrivera. » La ville se réveillait. Le soleil se levait derrière les bâtiments. Aline serra la lettre contre sa poitrine, et tandis que la voiture descendait l'avenue, elle murmura pour elle-même « Merci, Thomas, pour tout. » Fin. 1 an plus tard, Aline marchait paisiblement le long des quais de Seine, sentant la douce brise caresser ses cheveux. La vie n'était plus la même, mais elle avait appris à vivre avec ce vide, le transformant en une gratitude silencieuse. Elle était devenue bénévole dans un programme d'aide aux personnes disparues, offrant aux autres ce qu'elle n'avait jamais eu, des réponses. Parfois, en fin de journée, il s'asseyait sur le pont Neuf et lisait la lettre que Thomas avait conservée pendant 15 ans. Il ne pleurait plus, il souriait souvent, car malgré tout, il avait tenu sa promesse, et maintenant, elle accomplissait son devoir.